Ravi de vous retrouver sur la 2STV. Il est 20h, c'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité ce soir, effondrement d'une dalle dans la commune des Parcelles Assainies dans la nuit du vendredi au samedi. Bilan des blessés et 150 maisons en état de ruine recensées par les autorités municipales. Les détails dans ce journal. L'affaire Boffa-Bayotte va enfin connaître son épilogue le 29 août prochain. Après 2 jours de procès en appel dans son réquisitoire, le parquet demande le maintien des décisions de la première instance. La défense, quant à elle, espère l'acquittement sur certains points et annonce des poursuites. Le 26 juillet marque la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves ainsi qu'adoptée par la conférence générale de l'UNESCO afin de souligner l'importance que revêt cet écosystème au Sénégal. Elle a été bien respectée. Jeux Olympiques Paris 2024, après l'élimination précoce d'Oumi Diop natation et Ndaye Bint Diop escrime, on avait hâte d'assister à la première victoire sénégalaise de ces JO et c'est arrivé au tennis table grâce à Ibrahim Diaw. Il s'est défait de Santo Shrestha népalais à match préliminaire ce samedi. Voici pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, merci et bienvenue. Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier, a effectué ce samedi une visite de courtoisie chez le khalife général des Mourides à Touba. Fidèle au respect des traditions de la cité religieuse, il a évité tout discours politique, préférant annoncer une prochaine déclaration sur la situation actuelle du pays dans les jours à venir. Nous l'écoutons au micro de Pape Seyambay et Beka Ndiaye. C'est une visite de courtoisie pour solliciter les prières du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, priant pour lui, que Dieu le laisse parmi nous pendant encore longtemps, et prier et lui demander de prier pour le pays, pour que Dieu nous donne une paix, que Dieu permettre au Sénégal de dépasser les périodes que nous vivons avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Et voilà un peu l'objet de ma visite. Je ne suis pas venu ici pour parler de politique. Vous vous imaginez bien que je ne viendrai pas à Touba pour faire de la politique, a fortiori dans la cour du khalife général des Mourides. Donc c'est une visite de courtoisie. Je suis venu solliciter les prières du marabout qui a tenu des propos qui m'ont beaucoup touché parce que nos relations datent de très très longtemps. Et il a préféré mettre en exergue cette connaissance, enfin cette relation que nous avons très très longtemps. Et c'est tout un honneur, une fierté pour nous d'avoir cette reconnaissance du khalife général des Mourides. Très bientôt on va parler de tout ça, mais je pense qu'il faut faire preuve de patience. Nous avons en tout cas un nouveau gouvernement depuis 4 mois. Je pense qu'il faut... Ça n'est pas encore 4 mois. Je parlerai de la situation très 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 bientôt quand on aura des éléments quand même qu'on peut porter à la connaissance du public. Encore un effondrement d'une dalle dans la commune des Parcelles Assainies dans la nuit du vendredi au samedi. Il s'agit d'une devanture d'une maison en état de délabrement occasionnant des blessés. Plus de 150 maisons en état de ruine ont été recensées par les autorités municipales face au refus de certains bailleurs de démolir leurs maisons en état de ruine et la demande forte des locataires. Les risques demeurent. Cher Sadibou Fall, Amdi Fall ont fait un tour aux Parcelles Assainies. Encore un effondrement d'une dalle aux Parcelles Assainies. C'est vers les coups de 22h que la dalle de la devanture de cette maison, située à l'unité 11, menaçant ruine, s'est effondrée. On a enregistré 2 blessés que j'ai amenés à l'hôpital pour faire des scanners et les médecins m'ont dit que les blessures ne sont pas très graves. Et pourtant, la semaine dernière, une dalle de l'une des 5 chambres de la maison, habitée par quelques familles de locataires, s'était effondrée. On n'a pas pu faire sortir nos bagages parce que nous étions dehors au moment de l'effondrement.
Avec cet état de délabrement avancé de la maison, ce ressortissant d'un pays frontalier souhaite rester dans sa chambre malgré l'insécurité qui y prévaut. Je loge ici depuis 7 ans. On avait démoli la dalle de la chambre que j'occupe. Après, j'ai acheté des zincs. Je demande un délai de 2 mois parce que j'habite ici avec ma famille et hier on a passé la nuit à la Belle Étoile. Les autorités municipales, de leur côté, ont listé plus d'une centaine de maisons dans la commune des Parcelles Assainies et pointent du doigt la responsabilité des bailleurs qui louent des maisons en état de ruine. Nous avons tout d'abord essayé de recenser l'ensemble des bâtiments menaçant ruine. Et après ce recensement-là, nous avons délivré des sommations, des arrêtés de fermeture de ces maisons-là. Mais malheureusement, bon nombre de ces propriétaires n'obtempèrent pas. Un bâtiment menaçant ruine ne doit pas être mis en location. C'est la raison pour laquelle sa responsabilité est engagée et nous comptons faire toutes les démarches pour qu'il puisse répondre de ces actes. L'effondrement des dalles s'accentue avec la saison des pluies, des morts listées, des blessés dénombrés et aucun coupable recensé. Voici le résultat chaque année après l'effondrement d'une des maisons menaçant ruine. Ces maisons constituent une menace réelle pour les occupants et les passants. Les autorités déconcentrées de l'État et l'inspection générale des bâtiments sont attendues dans la recherche d'une solution structurelle à ce problème. L'affaire qui a ôté la vie de 14 coupeurs de bois dans la forêt de Boffa-Bayotte, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau, le 6 janvier 2018, inculpant le journaliste René Capin Bassène et Oumar Ampouy-Bodia, va enfin connaître son épilogue le 29 août prochain. Après 2 jours de procès en appel dans son réquisitoire, le parquet demande le maintien de la décision de la première instance. La défense, quant à elle, espère l'acquittement sur certains points et annonce des poursuites contre l'État du Sénégal, nous dit Kabassissé. Après 2 jours d'intenses d'audience dans l'affaire dite Boffa-Bayotte, la Cour l'a mise en délibéré pour le 29 août 2024. Après 2 jours de procès en appel, l'avocat de la défense se dit satisfait de l'acquittement de 2 des 4 chefs d'inculpation. Une très grande satisfaction dans la mesure où l'accusation m'a rejoint sur 2 points fondamentaux en reconnaissant que les éléments du délit n'étaient pas établis sur les 4. Il s'agit de la sortie irrégulière de correspondance. Il s'agit aussi de la participation à un mouvement insurrectionnel. Et je crois qu'en suivant mes arguments, les juges suivront aussi ce raisonnement qui était purement juridique. Cependant, à en croire à Maître Clédor Ly, la thèse de poursuivre l'État pour les 24 acquittés n'est pas à écarter. C'est l'État qui est responsable, n'est-ce pas, des prisons. C'est l'État aussi qui couvre les magistrats donc, qui officient. Par voie de conséquence, il est parfaitement normal que cela ne passe pas en perte de profit. Donc, il existe une loi pour indemniser ces personnes et donc nous demanderons à ce que ces personnes soient indemnisées. Vous avez vu, ce sont devenus maintenant des lots humains et leur vie a été détruite. Ce dernier, qui a qualifié ce procès de farce et de parodie, pointe du doigt accusatrice les agents de l'État et plaide pour l'indemnisation de la partie civile. Les parties civiles, en fait, ne peuvent pas perdre. Si nous en sommes venus à cette situation, c'est que ceux qui ont mené l'enquête, dès le départ, n'ont pas fait le travail en professionnel et convenablement. Pour rappel, René Capin Bassène et Oumar Ampouy-Bodia ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité d'assassinat. Pour ne citer que cela, ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité le 13 juin 2022. Après 4 années de détention, ils ont jusque-là clamé leur innocence. Le 29 août prochain, ces derniers seront édifiés sur leur sort. Journée internationale pour la préservation des mangroves. Palmarin, dans le département de Fatick, a abrité une cérémonie de sensibilisation à l'endroit des populations et autres acteurs. L'objectif, mieux protéger la mangrove, qui est une véritable niche économique pour les villageois. Écoutons Maurice Ndour d'Endaprona au micro de Mamadou Diop et Mohamed Chumban. Pour la protection de la biodiversité,
Nous travaillons en collaboration donc avec la RNCP, la réserve naturelle communautaire de Palmarin, avec également l'AMP à côté de Sangomar, mais avec également les autorités donc municipales. Il y a aussi le cadre de concertation avec lequel d'ailleurs nous avons partagé cette journée pour célébrer donc la journée internationale pour la conservation des écosystèmes de mangrove. Voilà, donc l'objectif de cette journée aujourd'hui, c'est de pouvoir encore sensibiliser donc sur l'importance, sur le rôle important donc de l'écosystème de mangrove, donc par rapport à l'économie des collectivités donc environnantes et surtout les femmes. Donc qui vraiment cet écosystème constitue, on peut dire, un gilet de sauvetage pour l'économie, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui s'y déroulent, donc parmi lesquelles la pêche, l'ostréiculture, l'écotourisme, l'apiculture. Donc c'est autant d'activités qui se déroulent dans la mangrove. Et les femmes sont les principales actrices donc, qui tirent profit de la mangrove. Nous parlons toujours de cette journée de la mangrove. Le quartier de Daro dans le faubourg d'Ossor a été choisi pour abriter les festivités. Les acteurs de l'environnement et autres amis de la nature ont plaidé pour une gestion durable et intégrée de la mangrove. Un compte rendu de Moussa Diagne et Abdeboy. Les acteurs de l'environnement et autres experts ont participé ce vendredi à la célébration de la Journée mondiale de la mangrove. Cette forte mobilisation qui s'est déroulée à Darou dans le faubourg d'Ossor sur le petit bras du fleuve Sénégal a permis aux amis de la nature de plaider pour une gestion durable et intégrée de cette réserve naturelle située sur l'autre rive du fleuve Sénégal. Et on est sûr que voilà, les gens sont repartis avec un esprit un peu plus conscient de l'importance de la mangrove et de pourquoi il faut travailler à protéger la mangrove. Nous sommes dans une dynamique de processus de conservation des écosystèmes naturels. Avec leurs partenaires mauritaniens, des activités de restauration de la mangrove sont également prévues pour sauver la ville de Saint-Louis des phénomènes de l'érosion côtière. Le rôle crucial que joue la mangrove dans la protection de la ville de Saint-Louis et de l'écosystème d'une manière générale, et de son rôle aussi important pour la lutte contre l'érosion dans ce milieu. Cette journée mondiale a aussi permis aux participants d'inviter les populations à préserver les mangroves qui font face à une forte dégradation causée par les activités humaines et aux effets des changements climatiques en dépit de leurs avantages écosystémiques. À Beut, Sénégal, dans la commune de Sangalkam, c'est un litige foncier qui oppose les anciens travailleurs de Sainte-Prime et les habitants à Farba Senghor et Omar Sakho. Ils leur reprochent de s'être accaparés de leurs 30 hectares de terre attribués par le ministre Robert Sagna. Ils interpellent le président de la République et son premier ministre à venir à leur secours. Robert Diondis à l'Assemblée pour les précisions. Les anciens travailleurs de Sainte-Prime et leurs fils sont très remontés contre Farba Senghor, ex-ministre sous l'ère Wade, et Omar Sakho. Ils leur reprochent de s'être accaparés de leurs 30 hectares de terre sises à Beut, Sénégal, dans la commune de Sangalkam. Avec l'arrivée de Farba Senghor en complicité avec Omar Sakho, ils ont partagé les 30 hectares. Farba nous a dit clairement qu'il a pris 15 et donné Omar Sakho à 15, ce qui est anormal. Les 30 hectares étaient destinés au GE Sainte-Prime, au GE Sainte-Prime, qui l'exploitaient dignement et qui gagnaient leur vie dignement. Ces terres leur ont été attribuées pour la pratique de l'agriculture par Robert Sagna, qui fut le dernier ministre de l'Agriculture sous le régime socialiste qui a pris fin en 2000. Le ministre Robert Sagna nous avait octroyé les 30 hectares. Je vous ai montré l'arrêté. Et depuis ce temps-là, on a commencé à l'exploiter jusqu'en 2000 avec quelques soucis techniques. On a un peu cédé, mais on cultivait en hivernage
en hivernage. Ces anciens travailleurs de Sainte-Prime et leurs descendants sollicitent l'intervention du président de la République et de son premier ministre pour leur permettre de récupérer ce qui leur revient de droit. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre, M. Ousmane Sonko et son ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, on les prie qu'ils nous aident. Vraiment, on est menacé par Farba Senghor et son gang en complicité avec Omar Sakho. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'agriculture. On veut vraiment cultiver. On veut avoir la paix. Ce collectif qui a trouvé un investisseur pour les appuyer espère que les autorités vont appliquer ici leur concept Djoubel, Djoubanti. Les populations de Dougué, dans le département de Goudiri, réclament le bitumage de la route, le raccordement au réseau électrique et une ambulance. Elles ont initié une marche pacifique pour se faire entendre. Bandingo Diakité, leur porte-parole que nous écoutons au micro de Moussa Omar Gueye et Amadou Djedjou. Il est situé dans la région de Tambacounda, plus précisément dans le département de Goudiri. Monsieur le Président, Dougué est confronté à d'innombrables problèmes qui freinent son développement, notamment les besoins d'électrification. Pour rappel, un projet concernant ce volet est en cours depuis plus de 3 ans pour l'axe Goudiri-Bogolako passant par Dougué. Ce projet, dont une bonne partie a été réalisée, reste toujours inachevé. Monsieur, nous sollicitons une discrimination positive chez nous à l'instar des autres villes et villages de l'intérieur du pays. L'éclairage de nos rues et maisons est plus qu'une demande sociale pour faire face à l'insécurité galopante qui y règne et à travailler avec l'énergie pour réduire le taux de chômage et d'émigration qui gangrène notre jeunesse. L'association Values and Spirit a organisé une journée de don de sang ce samedi. Cette journée a pour objectif de répondre à la forte demande en poche de sang que le centre ne cesse de lancer. L'association à but non lucratif compte étendre ses activités en vue de mieux venir en aide à la communauté. Fatima Tal, Beydemboup y ont assisté. L'association ANC et le centre de transfusion sanguine ont organisé une journée de don de sang ce samedi. Cette action vise à compenser le déficit de poche de sang avec la forte demande notée au sein du centre. On a vu sur les réseaux que la CNTS avait souvent besoin de poches de sang et que la demande était forte. Donc on s'est dit qu'on allait organiser un don et inviter d'autres personnes. Cette première édition se veut d'être un début d'un long processus de l'association au chevet des populations. Oui, j'ai dit c'est notre première édition de don de sang. On en a planifié plusieurs à venir. On partagera quand on les fera. Mais là déjà, on y est allé à la pouponnière de Kaolack le samedi passé. Pendant le ramadan, on a donné des ndogu. Et aussi on a fait des dons à l'hôpital d'Al-Aljam pour les enfants qui ont le cancer. Plusieurs actions sont prévues par cette association composée pour la plupart de jeunes. L'entraide, la solidarité et l'engagement citoyen sont entre autres leviers que les 70 membres actuels de l'association comptent s'appuyer pour soulager des patients mais aussi aider des enfants, comme ce fut le cas récemment à la pouponnière de Kaolack. Ils étaient face à la presse, les membres du collectif des agents de développement communautaire, pour fustiger l'arrêt du programme de renforcement de la nutrition. Selon ces acteurs, ce programme avait une importance capitale sur la prise en charge des enfants âgés de 0 à 5 ans et les familles vulnérables qui rencontrent d'énormes difficultés pour nourrir leurs enfants. L'arrêt du programme plonge aussi beaucoup de travailleurs au chômage, notamment des pères de famille. Tierno Mbaye, coordonnateur régional du zone centre, que nous écoutons. Plus de 607 agents de développement communautaire et 19 525 relais communautaires étaient sur le terrain et assuraient le suivi de 79% des enfants de 0 à 5 ans et ayant comme paquet de services.
Le suivi promotion de la croissance qui touche les enfants de 0 à 23 mois. Le dépistage de la malnutrition qui touche les enfants de 6 à 59 mois. La prise en charge des enfants malnutris modérés, MAM, par des femmes. La référence des enfants atteints de malnutrition sévère pour une meilleure prise en charge. Ces activités étaient menées par les agents de développement communautaire depuis plus de 20 ans. À cela s'ajoutent les initiatives communautaires pour soutenir les familles vulnérables, entre autres missions. Mais, depuis le 30 juin 2024, tous ces travaillants acteurs de développement se sont retrouvés au chômage, par défaut de financement ou de bailleurs. Ils sont ainsi des centaines de pères et mères de famille à ne savoir où donner de la tête. Est-ce que le gouvernement a mesuré les conséquences néfastes que l'arrêt peut engendrer? Que vont devenir ces enfants qui sont nos enfants? En culture, la communauté africaine de culture section sénégalaise, en collaboration avec l'Association des écrivains du Sénégal, a rendu hommage à Alphonse Raphaël Ndiaye. Ce vendredi 26 juillet, le CACSEN Détien a réalisé l'un des souhaits de l'ethnologue Raphaël Ndiaye pour pérenniser l'héritage de Léopold Sédar Senghor, un compte rendu de Sorna Saïmba Kéli Basler. La communauté africaine de culture section sénégalaise, en collaboration avec l'Association des écrivains du Sénégal, a organisé une cérémonie d'hommage à Alphonse Raphaël Ndiaye. Ethnologue, poète et musicien, Raphaël Ndiaye était un homme fédérateur des cultures et cultivait ce qu'il appelait lui-même parenté à plaisanterie. Raphaël était un chercheur, un passeur de culture. Il avait la capacité de passer d'une langue à une autre. Il avait aussi la possibilité, la capacité de passer, de faire en sorte que les langues dialoguent, les langues discutent. Voilà, il était très ancré dans la tradition. J'avoue que à l'écouter, j'étais souvent dans l'admiration parce que moi étant parti très vite au séminaire, j'étais certainement moins enraciné que lui dans la tradition, surtout que par la suite, à travers ses recherches, il s'y est beaucoup plus impliqué. Donc il m'a beaucoup appris aussi à connaître ma culture. La communauté africaine de culture, CACSEN, compte réaliser le souhait d'Alphonse Raphaël Ndiaye, qui avait comme mission la valorisation du legs de Léopold Sédar Senghor, ainsi que tous les grands hommes du Sénégal, pour que les générations futures puissent en bénéficier. Une nation telle que la nôtre qui a une édification a besoin de mémoire. Si Cheikh Anta Diop s'est battu pour le passé, c'est parce qu'il avait compris que c'est à partir du passé qu'on peut s'enraciner, qu'on peut voir le présent et prévoir l'avenir. Donc l'homme, ce sont ces trois moments. Et je crois effectivement qu'on doit apprendre à transmettre ce que les autres ont fait, on doit apprendre à valoriser ce que des Sénégalais ont fait dans la discrétion, mais avec combien d'efficacité. Nous pensons pouvoir finaliser un projet qu'il avait à cœur, à savoir vraiment valoriser l'héritage de feu président Léopold Sédar Senghor. Et là, Dieu merci, nous avons commencé les travaux. On aurait bien aimé qu'il soit à nos côtés, mais Dieu en a voulu autrement. L'ancien directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor, Alphonse Raphaël Ndiaye, a dédié sa vie entière à la culture, un homme qui a marqué le Sénégal à jamais. Et en sport, je vous l'annonçais en titre, après l'élimination précoce d'Oumi Diop natation et Ndeye Bintou Diop escrime, on avait hâte d'assister à la première victoire sénégalaise de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Et c'est arrivé au tennis table grâce à Ibrahim Diaw. Il s'est défait de Santo Shrestha du Népal en match préliminaire ce samedi. Le score a été sans appel puisque Diaw s'est imposé 12-10, 11-3, 11-4 et 11-5 pour arracher une victoire nette et sans bavure 4-0. Il se retrouvera au tour suivant pour une place en 16e de finale.
Et voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la 2S TV. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonsoir.